And the winner is Disco Elysium. Disco Elysium a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Si vous ne connaissez pas le jeu en question, il s'agit d'un CRPG. Aussi appelés RPG occidentaux en opposition aux RPG japonais, les CRPG sont les adaptations sur PC des jeux de rôle papier. Le genre a bien sûr ses conventions, qu'on pourrait résumer à une emphase apportée à l'histoire, une vue isométrique et beaucoup de texte. Si le genre a perdu en popularité depuis déjà pas mal de temps, on continue de voir des pépites débarquer comme Divinity Original Sin, Pillars of Eternity et bien sûr Disco Elysium. On y incarne un policier amnésique qui se réveille dans une chambre d'hôtel après une soirée bien arrosée. Tellement arrosé qu'il a oublié qui il était, le monde dans lequel il vit et même ce qu'il fout là. Il va vite être mis au courant puisqu'il est là pour enquêter sur un meurtre, point névralgique d'une lutte entre des ouvriers en grève et une méga corporation. Un jeu d'enquête donc, mais avec la particularité d'avoir un univers très riche, rempli de détails et d'idéologies politiques proches de la réalité. En plus de ça, l'aspect RPG est très poussé, avec de nombreuses compétences qui interviennent directement dans les dialogues. Votre électrochimie peut vous inciter à acheter des clopes ou lécher cette goutte d'alcool perdue sur le comptoir. Votre logique peut vous permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet, etc. De fait, aucune compétence n'est inutile et permet à chaque partie d'être unique. À condition d'aimer puisque c'est la principale activité que vous ferez en jouant à Disco Elysium. Même les combats se font autour de choix de réponses et de jets de dés. Premier jeu né de l'imagination d'un collectif d'artistes, il apporte avec lui une fraîcheur et une intelligence bien trop rares dans l'industrie. Il est tellement apprécié qu'il est le jeu sur PC le mieux noté sur Metacritic, devant Half-Life, GTA V, BioShock, Portal 2 ou encore Mass Effect. Et à raison, sa façon d'aborder la politique, ses idées de game design, ses visuels, son écriture et tant d'autres qualités en font un de ces jeux qui marquent les esprits. Longtemps réservé aux anglophones, l'excellente traduction française a permis à ceux qui n'aiment pas jouer avec un dictionnaire sous la main de découvrir Martinez, un quartier de Révachol. Car oui, en jouant à Disco Elysium, on découvre l'infime partie d'un univers très vaste. Et justement, si vous vous demandez comment ces créateurs ont réussi à créer une telle merveille, vous êtes au bon endroit. Mais alors, qu'est-ce que Zaum ? C'est un collectif d'artistes, d'écrivains, de poètes, de musiciens, et un studio de développement depuis 2016. Solo son cofondateur Robert Kurwitz. C'est un mouvement culturel fantastiquement infructueux. We were really quite unsuccessful. I like to say fantastically unsuccessful cultural movement. Not very popular in nowadays Eastern Europe. Got into political scandals, bad things that happen to you if you start a cultural movement. But we were able to kind of compose a group of people who all have mad ambitions for culture, for painting, you know. For even music and poetry. Robert Kurwitz et Alexander Rostov se rencontrent en 2005 grâce à leur passion commune pour Donjons et Dragons. Le premier deviendra le futur écrivain principal de Zaum, âgé à l'époque de 21 ans, tandis que le second deviendra le directeur artistique du studio et est à l'époque âgé de 17 ans. Kurwitz s'est fait une petite réputation dans le monde du jeu de rôle papier à Tallinn, car il se serait éloigné de l'univers fantasy de Donjons et Dragons. Lassé d'entendre parler d'elfes, de nains, de donjons et de dragons, il aurait créé son propre monde. Du steampunk dans un contexte proche de la Révolution française. Au fil des semaines et des mois qui passent, Kurwitz se plonge de plus en plus dans sa création, au point d'en faire l'œuvre de sa vie. À côté de ça, il chante dans un groupe de rock progressif appelé Ultra Melanchool, qui connaît un succès modeste. Le groupe sortira quand même 2 albums, le premier avec un label et le deuxième en autofinancement grâce à une amie de Kurwitz. Parce que lui ne roule pas sur l'or. Il gagne un revenu modeste avec des petits boulots à côté. C'est à cette même époque que Kurwitz rencontre Kaorkunder, un auteur dont les romans battent des records de vente en Estonie, tout en étant controversés pour leur cynisme et leur violence. Sa présence va tout changer pour le collectif, car Kunder a le super pouvoir de comprendre l'argent, tout en étant un superbe écrivain, comme le décrit Kurwitz. C'est en 2009 qu'est fondé Zaum, au départ un blog où différents auteurs d'un même groupe d'amis écrivent. S'il sert au départ simplement d'environnement permettant à des écrivains de publier leurs pensées, il se transforme rapidement en un blog culturel de grande envergure, avec des auteurs reconnus en Estonie qui signent des papiers dessus. En 2014, Kaorkunder crée Nihilist FM, un portail communautaire où n'importe quel utilisateur peut publier un article. Le portail gagnera d'ailleurs en visibilité, avec une publication qui parle du problème du trafic de fentanyl en Estonie, une drogue 50 fois plus forte que l'héroïne. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, un lien est dans la description. D'ailleurs, le récit d'un toxicomane au fentanyl paru sur le portail deviendra par la suite un livre, How I Became Abcoma. C'est aussi sur ce portail qu'est publiée une nouvelle de Kunder, Untitled 12.
Elle amènera de gros soucis à son auteur, puisqu'il sera poursuivi en justice pour pédopornographie. Quand je vous disais qu'il était controversé, c'était pas des conneries. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais Zaum a une énorme place dans la culture estonienne. Déjà, Kender en tant qu'auteur a bouleversé la littérature estonienne avec ses œuvres controversées et lui a valu une certaine popularité. En plus de ça, il devient en 2013 rédacteur en chef du journal estonien Sirp, qui entraînera un scandale à la portée nationale. Il prendra une telle ampleur qu'il poussera le ministre de la Culture à démissionner. C'est d'ailleurs à cette époque que de nombreux regards vont se tourner vers le blog de Zaum, puis une année plus tard sur Nihilist FM lors de sa création. Ceci étant dit, tout n'est pas rose à l'époque. Au fur et à mesure des idées qui lui viennent pour son univers, Kurwitz décide d'écrire un livre et y consacre 5 ans de sa vie. Avec l'aide de Kender, il autopublie en 2013 un roman nommé Sacred and Terrible Hair, qu'on traduirait en français par Une odeur sainte et sinistre, ou en estonien. Un titre qui indique sans circonvolution l'ambiance qui règne dans ces pages. Il constitue d'ailleurs les prémices de l'univers que l'on retrouvera plus tard dans Disco Elysium. Le livre est plutôt bien accueilli par la critique. La théoricienne littéraire Johanna Ross en dira même qu'il est un des rares ouvrages réussissant à lier la science-fiction et la littérature proprement dite. Au passage, Philippe K. Dick, Asimov, Herbert et la pelletée d'auteurs talentueux qui ont nourri la SF lui disent merci. Mais malgré les louanges que chantent les critiques, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Seulement quelques 1000 exemplaires trouvent preneur. Un coup dur pour son auteur, qui cherche le réconfort dans l'alcool et s'enlise dans la déprime. C'est alors que Kender, qui a surmonté son propre alcoolisme 3 ans plus tôt grâce à l'aide de Kurwitz, décide de voler à sa rescousse et lui soumet l'idée de faire un jeu vidéo. L'idée lui vient de ses enfants, qui lui disent que personne ne lit de livres, alors que le jeu vidéo est à la mode. Au départ, Kurwitz n'est pas très chaud. Il vient de subir un terrible échec et considère qu'il a raté suffisamment de choses dans sa vie. Mais au fil du temps, il visualise le ghetto de Revachol depuis les hauteurs et imagine un jeu en vue isométrique. Avant d'accepter, il veut en parler avec Rostov. Rostov est emballé par l'idée et finit par convaincre Kurwitz du potentiel créatif qui s'offre à eux. Il pousse Kurwitz à rédiger un résumé de ce que Disco Elysium deviendra au cours des 4 prochaines années. Voilà ce qu'il disait. D&D rencontre la série policière des années 70 dans un cadre original réaliste fantastique, avec des épées, des fusils et des voitures. Réalisé comme un CRPG isométrique, une avancée moderne sur les légendaires Planescape Torment et Baldur's Gate. Une histoire gigantesque et réactive. L'exploration d'un vaste ghetto frappé par la pauvreté. Des combats profonds et stratégiques. En somme, la vision est claire, le défi est de taille. Le collectif travaille dans un squat situé dans une ancienne galerie d'art de la vieille ville de Tallinn. Il a l'avantage d'être vaste, bon marché et proche de l'endroit où vit leur producteur. Mais on reste très loin du grand luxe. Le premier entretien d'embauche que le studio fait passer à un candidat se déroule dans le grenier à côté d'un tas de merde de pigeons. Et l'autre problème, d'une taille autrement plus grande, se pose rapidement. Dans la capitale estonienne, les développeurs ne courent pas les rues. Autant dire que la tâche devient tout de suite plus ardue. Même si le constat est difficile, l'absence de développeurs se justifie par le contexte historique de l'industrie dans le pays. C'est ce qu'explique l'une des auteurs principales de Zaum, Hélène Dinh-Perret. Final Fantasy VII a rappelé la pauvreté de l'Europe de l'Est. À l'époque, seuls quelques riches pouvaient s'offrir une console de jeu. Cela signifiait dépenser de l'argent pour un appareil destiné uniquement au divertissement. C'était considéré comme un luxe. Les enfants de l'époque n'avaient accès aux jeux vidéo que lorsque les parents ramenaient un PC à la maison pour des raisons professionnelles. On se serrait devant ces écrans pour jouer à Fallout et Planescape Torment. Je pense que c'est la raison secrète pour laquelle l'Europe de l'Est est toujours aussi amoureuse des CRPG. Le collectif n'a donc pas accès à l'expertise de développeurs pour les épauler sur l'aspect technique. D'autant plus que nos compères n'ont aucune connaissance en programmation et que leur ambition est grande. Mais ils ont déjà tout ce qu'il leur faut sur le plan créatif, l'univers, le design et l'histoire. Quant aux mécaniques, elles s'appuient sur celles des jeux de rôle papier, celles-là même que Kurwitz inventait quand il était maître du jeu, et qui donnent lieu dans Disco Elysium aux 24 compétences que compose la psyché du personnage principal. Au départ, ces compétences devaient se manifester à travers une simple boîte de dialogue pour dire « vous avez remarqué ce truc ». Mais lorsque Rostov a commencé à dessiner les portraits des personnages, il leur est venu l'idée d'en faire aussi aux compétences, et ainsi naquit le concept de leur donner une personnalité. The trick we do, the big trick, is to have the skills have portraits which are like human faces. By seeing a human face talk to
but they're really abstract, weird, like logic has like, you know, arrows coming out of it. But by seeing just eyes and mouths, it just feels like it's something inside me, some kind of ghost in me that's talking. And you're interested always, you know, in what eyes and mouths have to tell you. Not so much in arrows and portal logos, sorry. Au cours de la première année de la création du jeu, l'équipe a dû trouver son style visuel, déterminer la manière dont elle raconterait son histoire et, d'une manière générale, comprendre comment être un studio de développement. Les bases artistiques s'inspirent du travail de Rostov pour le roman de Kurwitz. Sur l'aspect technique, Rostov refuse d'utiliser le pixel art car il considère ça comme une astuce pour les développeurs peu ambitieux. On n'a sans doute pas joué au même jeu. Il vise beaucoup plus haut et cherche plutôt à se rapprocher du style visuel de Dishonored, mais en rajoutant une couche de peinture à l'huile. Il va donc chercher l'inspiration du côté d'artistes connus comme Rembrandt et moins connus comme Jenny Saville et Alex Kanevsky. Il veut donner à Disco Elysium des visuels remplis de couleurs disproportionnées et nuancées. On ne trouve pas de rouge uniforme ou de vert uni, seulement des couleurs transformées en nuances. Cependant, les lieux n'ont pas été peints comme des tableaux. Tous les arrière-plans ont été modélisés en tant qu'objets 3D et recouverts de textures avant d'être transformés en images rendues en 2D. Pour finaliser le tout, Rostov esquisse le décor avec un pinceau virtuel, ce qui donne cette impression fait main. Mais l'astuce ne marche pas pour les objets dynamiques comme les personnages, car il s'agit de modèles tridimensionnels rendus en temps réel. Du coup, le style de peinture est réalisé directement sur les textures. Mais ça n'a vraiment pas été simple. Le point de vue isométrique pose de nombreux problèmes, notamment sur la lisibilité. Elle doit être parfaite pour que le joueur reconnaisse instantanément un petit objet dans le décor. Sauf que le jeu nous laisse la possibilité de zoomer. Il faut alors que les détails fourmillent quand on est proche du personnage, tout en évitant la bouillie de pixels quand on s'en éloigne. Forcément, les modèles sont donc souvent retravaillés. Mick Metznit, un environnement artiste, explique que le pistolet Wheeler Pepperbox a été refait 3 fois. La première, il avait un aspect réaliste. Le bois ressemblait à du bois, le métal à du métal, etc. Mais une fois dans le jeu, il avait une drôle de tronche. La deuxième fois, il l'a donc stylisé. Il a donné un aspect peinture à l'huile aux textures. Mais du coup, le pistolet devenait difficilement lisible en jeu. Donc, pour la troisième tentative, il a mélangé les deux versions. Certains détails ont été délibérément exagérés, tandis que d'autres ont totalement disparu. 3 versions d'un seul pistolet. Dans Disco Elysium, il y a une centaine d'objets pour le personnage principal, ainsi que le jour-nuit, une météo variable et des dizaines de personnages avec des portraits détaillés qui transmettent leurs traits de caractère. Ça permet d'avoir une petite idée de l'immense quantité de travail des artistes de Zaum qui n'ont pas à rougir face aux auteurs. Dessiné par Anton Will, l'image qui représente le cabinet des pensées a pris 1 an de travail. Du côté de l'écriture, Kurwitz considère qu'un scénario de jeu vidéo qui se veut excellent ne peut exister que s'il est écrit spécifiquement pour la narration interactive, autrement dit, avec des choix et des conséquences qui s'adaptent aux actions du joueur. Il voit d'ailleurs un abîme de potentiel inexploité dans les jeux vidéo. Par exemple, les compétences les plus utiles dans les RPG ne sont utilisées que pour le combat, là où les compétences conversationnelles sont généralement utilisées pour surmonter les obstacles de manière passive. Et justement, si le game design s'est considérablement amélioré au fil des années, les dialogues sont restés selon lui à un niveau primitif. Du coup, il a l'intention de révolutionner le genre. Changer la façon dont les intrigues sont racontées. Renouveler la façon dont on utilise des compétences. Refuser les batailles insensées et autres éléments qui poussent à l'agressivité. Faire en sorte que les joueurs attendent beaucoup plus d'un scénario que ce à quoi ils sont pour l'instant habitués. Pour y arriver, il doit imaginer une interface qui rende le texte facile à lire. Il se tourne donc vers les réseaux sociaux, et plus précisément Twitter. You want to display it in as good a manner as you can, and then Twitter does it very well. Even if you look at our dialogue system, you can see that it's column-shaped. So text is best presented as a column in newspapers and Twitter and everywhere. As you can see, the text tumbles up, so this is also something that Twitter does. We wanted to build a dialogue engine that's as addictive and as snappy as Twitter, which I guess is a strange thing to say for an RPG. Text is really impoverished nowadays. Text seems incredibly boring. Everyone says that they don't want to read, but at the same time, read is almost all they do all day long. Messengers, social media. This is something that people like to do. They like to spend time staring at text and then lie that they took it in, but they actually just, eyes as glazing over. You have to do everything you can with the meaning of the text to make it as punchy as possible and to make it as personal as possible. Traditionnellement,
Dans les RPG, les boîtes de dialogue sont situées au centre, en bas de l'écran. Mais de cette façon, les yeux du joueur regardent principalement vers le bas, ce qui gâche la composition globale du cadre. This isn't a very good composition. What can you put in this? I think Shadowrun is an RPG that has text box on the side, so I think maybe from good examples that we looked at, Shadowrun was definitely one of them. Pour le reste de l'interface, Zaum a utilisé le coin inférieur droit. Pourquoi ce coin-là en particulier? Eh bien, ça a été mûrement réfléchi. Computer, this is where you look 60% of the time. The screen weight is always on the bottom right corner. This is where your clock is, where your tray is, where your messengers are usually. A human being is most used to looking at the bottom right corner where their hand is, the right hand. So this is why Windows and Microsoft and Apple and everyone has the center of gravity there. Et au-delà de l'interface, il faut bien sûr que le contenu soit intéressant. Kurvitz souhaite que Disco Elysium reflète notre monde, et c'est pour ça que le système de compétences incarne la complexité de la psyché humaine. Une tâche loin d'être simple, d'autant plus que de telles interactions avec l'intellect, l'addiction ou encore l'empathie doivent être le plus fluide et naturel possible. Un travail considéré comme le plus difficile de la planète à l'heure actuelle par Kurvitz, en raison de la densité de texte et des alternatives possibles à chaque choix. Le tout devant conserver une cohérence globale, trame policière oblige. Et au vu du résultat, à savoir 1 million de mots, ce qui équivaut à 2 guerres épais, Et c'est édité chez Plomb. Super! et une tonne de choix de réponses, difficile de lui donner tort. Malgré tout, il reste encore ce problème de développeur. Heureusement, la vie fait parfois bien les choses quand même. La solution viendra d'elle-même lorsque Kurvitz s'envole pour le Royaume-Uni. Son voyage, prévu initialement pour rencontrer le groupe British Sea Power et négocier une bande-son, lui ouvrira de nouvelles perspectives. Le pays regorge de développeurs et d'opportunités. Qui plus est, la peur d'une guerre nucléaire entre l'Estonie et la Russie plane au-dessus de leur tête. Un climat difficile pour la créativité du studio, qui se sent constamment en danger face à une potentielle invasion russe. Dans une interview pour Game Industry en 2017, Kender déplore une situation difficile. Personne ne sera en Estonie parce que tout le monde pense que les Russes vont venir, que Narva sera la prochaine et qu'il y aura une guerre nucléaire en Estonie. Ce n'est pas vraiment une situation dans laquelle nous voulons travailler. Nous pensons que nous devrions nous déplacer. Nous nous installons donc à Londres. Même face à des considérations plus pragmatiques, à savoir la commercialisation et la communication autour du jeu, tout leur semble plus simple en Angleterre. Alors pourquoi Londres et pas Los Angeles? Pour beaucoup de raisons selon Kender. Parce que s'installer aux États-Unis est une vraie galère, parce que Londres regorge de talents disponibles malgré les nombreux studios présents en ville, et aussi parce que les studios de développement bénéficient d'un allègement fiscal. Avec tout ça en tête, Kurvitz s'emménage à Brighton, tandis que Kender installe les bureaux à Londres. Mais forcément, les coûts sont énormes, surtout pour un groupe qui ne roule pas sur l'or. Le studio se voit vite limité par sa trésorerie. Kender vend alors sa Ferrari, qui appartenait autrefois à Dolph Lundgren. Mais les coûts pour le développement d'un jeu étant élevés, l'argent gagné ne suffit pas à remplir les caisses. Heureusement, ils peuvent compter sur des investissements supplémentaires apportés par des proches. Des gens patients, puisqu'ils ont d'abord été convaincus que le jeu s'étendrait sur un monde immense, avant que la complexité d'un tel projet rattrape Zaum. Le studio se voit forcé de concentrer le déroulement de l'intrigue sur une petite ville côtière. À ce moment-là, le jeu s'appelait No Truth with the Furries, en référence à un poème de Ronald Stuart Thomas, et sa date de sortie avait été annoncée pour fin 2017. Mais le studio a ensuite revu ses intentions à la hausse, et a décidé d'étendre la carte à un quartier entier de Revachol. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il est rebaptisé Disco Elysium et annoncé pour 2019. Si vous vous demandez pourquoi un tel nom, l'explication est plutôt simple. Tout bonnement parce que Kurvitz adore l'univers qu'il a créé 16 ans auparavant, qui s'appelle Elysium. Nous ne pouvions pas simplement l'appeler Elysium, parce que Neil Blomkamp avait déjà tout foutu en l'air. Alors, nous l'avons appelé Disco Elysium, parce que le type porte des vêtements disco. Finalement, Zaum a réussi à atteindre ses objectifs. À l'heure actuelle, Zaum compte 35 développeurs. Les rédacteurs représentent près d'un tiers de son effectif global. Certains domaines sont néanmoins sous-traités, comme l'assurance qualité, qui est gérée par une équipe externe en Roumanie. Lors de sa sortie sur PC en octobre 2019, Disco Elysium connaît un succès critique et commercial, au point d'être devant Destiny 2 en termes de vente, fraîchement débarqué sur la plateforme de Valve, et PUBG, alors au top de sa forme. Jeuxvideo.com le qualifie d'incontournable dans la niche dans laquelle il évolue, game culte de jeu de rôle exceptionnel, et Canard PC estime qu'il respire la maîtrise et enfonce absolument tout ce que le jeu de rôle occidental a produit depuis 20 ans. La consécration totale arrive avec les récompenses.
Disco Elysium est le jeu le plus récompensé des Game Awards en 2019. Il gagne celui du meilleur scénario, du meilleur RPG, du meilleur jeu indépendant et celui du meilleur premier jeu indépendant. On peut rajouter à cette belle liste 2 récompenses aux New York Game Awards et 3 BAFTA. Vous l'aurez compris, tout le monde se met d'accord pour dire que le jeu est une réussite. Le principal défaut pointé dans nos contrées, justifié par le manque de moyens du studio à l'époque, mais néanmoins problématique pour certains, provient de l'absence de traduction. La barrière de la langue est forte pour les anglophobes. Dans un CRPG, donc un jeu principalement textuel, ça pique. Alors, le studio se met au travail. Quelques semaines après la sortie du jeu, Zaum annonce un portage sur console et une traduction dans 6 langues pour 2020. Le studio se fait néanmoins discret, accusant probablement le coût de la pandémie. La fin d'année va toutefois apporter une énorme surprise pour les fans, en plus de la traduction française. En effet, c'est lors des Game Awards 2020 que la nouvelle tombe. Zaum bosse sur une mouture améliorée de Disco Elysium. Prévue sur à peu près tous les supports, cette version définitive propose une tonne d'améliorations, en plus de nouvelles quêtes, de nouvelles zones et surtout d'un doublage intégral. Je dirais qu'une grande partie de ce que nous ajoutons avec The Final Cut semblait être un luxe ambitieux au moment de la sortie du jeu. Nous ne pourrions pas être plus heureux qu'avec plus d'1 million d'exemplaires vendus en un an, et que ces ajouts fassent partie du jeu. Ils ont tellement changé la façon de jouer à Disco Elysium qu'ils semblent désormais essentiels. Je ne pourrais pas m'imaginer m'asseoir sans une manette, et ne pas utiliser le doublage par exemple. C'est tout simplement trop amusant d'entendre vos compétences se disputer à voix haute. Oui, doubler 1 million de mots a été un exploit herculéen. Surtout en cette année, où la plupart de nos travaux ont été faits en télétravail. C'est incroyable à quel point les dialogues sont plus vivants avec un doublage complet. Et l'ajout de nouvelles quêtes n'est pas anodin non plus. Les 4 quêtes inédites sont mutuellement exclusives, ce qui signifie qu'on ne peut en voir qu'une au cours d'une partie. Mais elles ont impliqué beaucoup de travail pour Zaum, notamment à cause des nouveaux personnages, des nouvelles animations et des nouveaux lieux. Un ajout qui va même amener l'Australian Government Classification Board à refuser Disco Elysium, empêchant donc sa vente sur le territoire australien. L'organisme de classification considère que le jeu ne respecte pas les normes communautaires généralement acceptées. Violence, sexe, drogue et tant d'autres sujets tabous les ont poussés à interdire le jeu sur leur territoire. Enfin, excepté la version originale du jeu, disponible sur Steam en Australie. Depuis, Zaum continue de bosser sur le jeu. Après sa sortie sur les consoles de Sony, le studio a publié en décembre dernier une mise à jour nommée Jamais Vue, qui intègre de nouveaux mystères dans le jeu. Tout ça est très évasif, mais a de quoi pousser les fans à retrouver le quartier de Martinez pour résoudre ces fameux mystères. Quant à ce que nous réserve Zaum à l'avenir, Curvit se déclare avoir de la suite dans les idées. L'avenir nous réserve davantage d'Elysium. Nous avons passé des années à concevoir ce monde, et nous ne sommes pas encore prêts à le quitter. Martinez n'est qu'une tranche de Revachol, et Revachol, une capitale parmi tant d'autres. Qui sait où l'avenir nous mènera ? Toujours plus à Revachol, on l'espère. Et ce sera probablement le cas, comme l'a déclaré Kurwitz lors d'une interview avec Rock Paper Shotgun en octobre 2019. Il serait incroyable d'utiliser ce système de compétences pour parler des sensations corporelles liées à la présence d'un autre organisme à l'intérieur de vous, alors que vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Zaum aimerait proposer une autre histoire dans l'univers d'Elysium, en incarnant cette fois-ci une femme enceinte. Selon Kurwitz, ce serait un incroyable défi d'écriture. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, car pour le moment, aucune annonce n'a été faite concernant une suite. Ceci étant dit, sachez tout de même que Disco Elysium arrivera un jour sur les petits écrans. Produite par la boîte de production derrière Sonic le film, la série n'a pas encore de casting, ni même de réalisateur. Donc pour l'instant c'est un peu chiche en info, mais on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que Zaum reviendra avec de nouveaux projets, et qu'on les attend avec hâte. Voilà, vous savez tout sur Zaum, ce studio qui fait figure d'ovni dans une industrie très codifiée. J'espère que ça vous a plu, auquel cas n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines. Ciao!